Aucune économie sur le train de vie de l'État, aucune économie sur l'immigration, aucune économie sur les agences, les opérateurs. Bercer les Français d'illusions sur la possibilité de continuer le système tel qu'il est, alors que ce système est en faillite. Vous voulez pas faire les grands changements qui s'imposent, l'âge de la retraite, les dépenses publiques, le nombre de fonctionnaires. Non, on veut pas faire, quand on dit qu'on veut faire disparaître un certain nombre d'agences ou de structures étatiques ou para-étatiques. Par exemple, Conseil économique et social, 35 millions d'euros. Dehors, on arrête ça, cette gabegie. C'est pas 35, les ARS, c'est plutôt 35. 300, je pense. Mais... Non, je crois que c'est 100 millions d'euros par an, ça coûte le Conseil économique et social. Non, mais et puis il y a les conseils économiques et sociaux régionaux, etc. 3 à 8 millions d'euros par région selon la taille. Tout ça, on arrête. Bon. Depuis le retour de l'inflation, les banques centrales ont révélé leur taux d'intérêt pour tenter de ralentir la hausse des prix. Chaque nouvel emprunt coûte désormais plus cher. Et lorsque l'on doit refinancer une dette de plusieurs milliers de milliards d'euros, une faible hausse des taux suffit à faire exploser la facture. Chers amis de la liberté, bonjour. Le train de vie de l'État français est-il devenu insoutenable? Imaginez un instant, vous dirigez une entreprise. Chaque année, votre chiffre d'affaires augmente, vos clients paient toujours plus. Pourtant, à la fin de l'exercice, vos comptes restent dans le rouge. Vous empruntez pour payer vos dépenses courantes, puis vous empruntez de nouveau pour rembourser vos anciens emprunts. Aucun investisseur n'accepterait longtemps une telle situation. Et pourtant, c'est exactement ce qui arrive aujourd'hui à la France. Notre pays figure parmi ceux où les prélèvements obligatoires sont les plus élevés au monde. Impôts, cotisations sociales, taxes sur la consommation, taxes locales. Jamais les Français n'ont autant contribué au financement de l'action publique. Et malgré cela, la dette publique continue de grimper. Le déficit se creuse. Les gouvernements successifs annoncent régulièrement des plans d'économie, mais année après année, les dépenses augmentent plus vite que les recettes. Alors une question s'impose, où passe réellement l'argent public? Lorsque les responsables politiques évoquent la nécessité de réduire le train de vie de l'État, de quoi parle-t-il exactement? S'agit-il de salaires de fonctionnaires, des voitures de fonction, des déplacements ministériels, des réceptions officielles? Ou bien le problème est-il beaucoup plus profond que quelques dépenses symboliques régulièrement mises en avant dans le débat public? Car derrière cette expression souvent utilisée sans véritable explication se cache une réalité bien plus complexe. Le train de vie de l'État, ce n'est pas uniquement quelques privilèges ou quelques dépenses de prestige, c'est l'ensemble de ce qui permet à la puissance publique de fonctionner jour après jour, payer les enseignants, faire fonctionner les tribunaux, assurer la sécurité, entretenir les bâtiments publics, financer les administrations, verser les rémunérations des militaires, des policiers, des magistrats, des agents des impôts ou encore des préfectures. Autrement dit, tout ce qui permet à l'État d'exister concrètement. La véritable question n'est donc pas de savoir si l'État coûte cher. Un État moderne a nécessairement un coût. La véritable question est beaucoup plus délicate. Ce coût est-il devenu compatible avec les capacités financières de la France? Peut-on continuer à financer le même niveau de dépenses alors que la dette atteint des sommets historiques et que les intérêts de cette dette absorbent une part toujours plus considérable du budget national? Et surtout, existe-t-il encore des marges de manœuvre pour agir sans remettre en cause les missions essentielles de l'État? Dans cette vidéo, nous allons dépasser les slogans et les petites phrases. Nous allons regarder où va réellement l'argent public. Nous verrons quelles dépenses sont souvent caricaturées, lesquelles pèsent véritablement sur les finances publiques, pourquoi la France rencontre aujourd'hui des difficultés budgétaires inédites et surtout, quelles solutions existent réellement. Car comprendre le train de vie de l'État, ce n'est pas seulement parler de compatibilité publique, c'est comprendre les choix politiques qui façonneront la France des prochaines décennies. Le train de vie de l'État français est-il devenu insoutenable? Que finance réellement le train de vie de l'État? Lorsqu'on évoque le train de vie de l'État, les images qui viennent immédiatement à l'esprit sont souvent les mêmes. Des voitures de fonction, des ministres, des voyages en avion, des réceptions officielles, des cabinets ministériels. Ces dépenses existent bien sûr. Elles alimentent régulièrement les polémiques et occupent souvent les débats médiatiques, mais elles ne représentent
représente qu'une infime partie de la réalité. Le véritable train de vie de l'État est beaucoup plus vaste et surtout beaucoup moins visible. Chaque matin, des millions de Français utilisent des services publics sans forcément se demander ce qu'ils coûtent. Un enfant entre dans une école, un policier commence sa patrouille, un juge ouvre une audience, un militaire prend son service, un agent des finances publiques traite une déclaration fiscale, un greffier prépare un dossier. Derrière chacune de ces missions se trouvent des dépenses permanentes que l'État doit financer, qu'il y ait croissance économique ou non. Le premier poste de dépense est de loin le plus important. Il s'agit des dépenses de personnel. En France, près de 2 millions d'agents sont directement rémunérés par l'État. Enseignants, policiers, militaires, magistrats, personnel pénitentiaire, diplomates ou agents de préfecture, leur salaire constitue le premier poste du budget de fonctionnement. À cela s'ajoutent les cotisations sociales versées par l'État employeur ainsi que les pensions de retraite des fonctionnaires. À eux seuls, ces coûts représentent plus d'un tiers des dépenses nettes du budget général. Autrement dit, lorsqu'on parle de réduire le train de vie de l'État, on ne parle pas seulement de supprimer quelques privilèges. On parle aussi potentiellement de milliers d'emplois publics ou d'une réorganisation profonde de l'administration. Viennent ensuite les dépenses de fonctionnement. Faire fonctionner un ministère ressemble à bien des égards au fonctionnement quotidien d'une grande entreprise. Il faut payer les factures d'électricité, les abonnements Internet, les logiciels informatiques, le chauffage des bâtiments, le renouvellement des ordinateurs, l'entretien des écoles, des tribunaux, des casernes et des préfectures. Aucune de ces dépenses ne fait la une des journaux. Pourtant, leur accumulation représente chaque année plusieurs milliards d'euros. À cela s'ajoutent les dépenses de mobilité. Contrairement à une idée largement répandue, les déplacements officiels ne concernent pas uniquement les ministres. Des milliers de fonctionnaires se déplacent quotidiennement pour assurer des contrôles, des inspections, des missions diplomatiques, des enquêtes judiciaires ou des interventions techniques sur l'ensemble du territoire. Autant de structures indispensables au fonctionnement d'une démocratie moderne. Enfin, il existe les dépenses de représentation. Ce sont probablement les plus médiatisées. Visites de chefs d'État, réceptions diplomatiques, organisation de cérémonies officielles, déplacements présidentiels. Ces dépenses sont souvent critiquées car elles sont très visibles. Pourtant, elles ne représentent qu'une fraction minime des dépenses publiques. Elles ne suffiraient absolument pas à elles seules à rétablir l'équilibre des comptes de la nation. C'est ainsi que commence l'un des plus grands malentendus du débat public. Lorsqu'un responsable politique promet de réduire le train de vie de l'État, beaucoup imaginent que quelques économies sur les voitures de fonctionnement ou les frais de réception permettront de résoudre le problème. La réalité est bien différente. Les véritables masses budgétaires se trouvent ailleurs, dans les rémunérations, dans les retraites, dans le fonctionnement quotidien des administrations et surtout dans un modèle administratif construit progressivement depuis plusieurs décennies. C'est précisément cette structure que nous allons maintenant examiner, car une question se pose. Pourquoi la France dépense-t-elle davantage que beaucoup de ses voisins européens? Est-ce simplement parce que notre État est plus généreux ou existe-t-il des raisons historiques, économiques ou institutionnelles qui expliquent cette situation? C'est là que le débat devient véritablement passionnant. Pourquoi la France dépense-t-elle autant? Une fois que l'on comprend ce que finance réellement le train de vie de l'État, une nouvelle question apparaît. Pourquoi la France dépense-t-elle autant? Est-ce parce que notre administration est moins efficace que celle de nos voisins? Parce que nous avons trop de fonctionnaires? Ou parce que nous avons fait depuis quelques décennies des choix de société différents? Pour répondre à cette question, il faut d'abord sortir des idées toutes faites, car les comparaisons internationales sont souvent plus nuancées qu'elles n'en ont l'air. La France figure effectivement parmi les pays où la dépense publique représente une part très importante de la richesse nationale. Cela signifie qu'une proportion élevée de ce qui est produit chaque année passe par les administrations publiques. Mais cette dépense ne finance pas uniquement le fonctionnement de l'État. Elle finance également la santé, les retraites, l'éducation, les collectivités territoriales, la protection sociale et de nombreux services publics. Autrement dit, comparer les dépenses publiques entre deux pays sans regarder ce qu'elles financent réellement peut conduire à des conclusions trompeuses. Prenons un exemple. Aux États-Unis, une partie importante des dépenses de santé est financée directement par les ménages ou par des assurances privées. En France, une grande partie de ces dépenses transite par les comptes publics. Le coût existe dans les deux cas. La différence réside dans celui qui paie et dans la manière dont la dépense est organisée. Même logique pour les retraites. Certains pays reposent davantage sur la capitalisation privée. La France a choisi un
système largement fondé sur la répartition, là encore, cela augmente mécaniquement le poids des dépenses publiques, mais cela n'explique pas tout. La France se distingue également par une organisation administrative particulièrement dense. L'État, les régions, les départements, les communes, les intercommunalités, les agences publiques, les autorités administratives indépendantes, les établissements publics. Au fil des décennies, chaque réforme est venue s'ajouter aux précédentes, très rarement en supprimant les anciennes structures. Le résultat est un empilement institutionnel qui rend l'action publique plus complexe et souvent plus coûteuse. Prenons un exemple concret. Imaginons qu'une entreprise souhaite construire une nouvelle usine. Elle devra parfois échanger avec la commune, l'intercommunalité, le département, la région, plusieurs services de l'État, des autorités environnementales et différents organismes spécialisés. Chacun exerce une compétence légitime. Leur multiplication peut ralentir les procédures, augmenter les coûts administratifs et mobiliser davantage de personnel. Ce phénomène n'est pas propre à la France, mais il y est particulièrement marqué. À cela s'ajoute une autre caractéristique. La France intervient dans un très grand nombre de domaines: logement, culture, emploi, transition écologique, industrie, agriculture, recherche, sport, politique de la ville, insertion, formation. Chaque politique publique poursuit un objectif souvent légitime, mais chacune nécessite des crédits, des agents, des contrôles ou une administration capable de la mettre en œuvre. Progressivement, le périmètre d'intervention de l'État s'est élargi et lorsque de nouvelles missions apparaissent, les anciennes disparaissent rarement. C'est ce que les économistes appellent parfois l'effet de cliquet. Les dépenses augmentent facilement, elles diminuent beaucoup plus difficilement, car derrière chaque ligne budgétaire se trouvent des emplois, des bénéficiaires, des collectivités ou des services publics qui dépendent de ces financements. Réduire une dépense n'est donc jamais une simple décision comptable. C'est presque toujours un choix politique et souvent un choix impopulaire. Faut-il fermer une administration devenue redondante, réduire certains effectifs, fusionner des collectivités, supprimer des agences, réformer certaines prestations? Chaque solution suscite immédiatement des résistances. C'est précisément ce qui explique pourquoi tant de gouvernements promettent des économies mais peinent à les réaliser. Le véritable défi n'est donc pas seulement de dépenser moins, il consiste à déterminer quelles dépenses créent réellement de la valeur pour la société et lesquelles pourraient être réorganisées sans dégrader la qualité des services publics. Car aujourd'hui, un nouveau phénomène vient bouleverser totalement l'équation. Pendant longtemps, la France pouvait compenser ses déficits en empruntant à des taux très faibles. Cette période semble désormais derrière nous et c'est peut-être là que commence le véritable danger. Pendant des années, la France a pu vivre avec des déficits presque permanents. À chaque fois que les dépenses dépassaient les recettes, l'État empruntait, puis il empruntait de nouveau et encore. Tant que les taux d'intérêt restaient très faibles, cette stratégie semblait presque indolore. Emprunter ne coûtait quasiment rien. Les marchés financiers continuaient à prêter. La Banque centrale européenne maintenait les conditions de financement exceptionnellement favorables. Beaucoup avaient fini par croire qu'un État pouvait vivre durablement à crédit. Mais cette période touche à sa fin. Depuis le retour de l'inflation, les banques centrales ont révélé leur taux d'intérêt pour tenter de ralentir la hausse des prix. Une conséquence directe apparaît: chaque nouvel emprunt coûte désormais plus cher. Et lorsque l'on doit refinancer une dette de plusieurs milliers de milliards d'euros, une faible hausse des taux suffit à faire exploser la facture. C'est un peu comme un ménage qui aurait contracté un crédit immobilier à taux variable. Tant que ses mensualités restent faibles, le budget tient. Mais si les taux augmentent brutalement, les remboursements deviennent beaucoup plus lourds. Pour un État, le mécanisme est exactement le même. La différence, c'est que les montants se comptent en dizaines de milliards d'euros. Aujourd'hui, la charge des intérêts de la dette est devenue l'un des tout premiers postes de dépenses du budget de l'État. Et ce phénomène est particulièrement préoccupant. Pourquoi? Parce que les intérêts de la dette ne construisent ni école, ni hôpital, ni ligne ferroviaire. Ils ne financent aucun nouveau service public. Ils rémunèrent simplement les prêteurs qui ont avancé de l'argent. Autrement dit, une partie croissante des recettes fiscales sert désormais à payer le coût des décisions budgétaires passées. Plus cette charge augmente, moins il reste de marge de manœuvre pour investir dans l'avenir. C'est là que le véritable risque apparaît. Un État qui consacre une
une part croissante de son budget au remboursement des intérêts finit par devoir arbitrer. Faut-il investir dans des infrastructures, moderniser les hôpitaux, construire de nouvelles prisons, renforcer la justice, financer la transition énergétique ou simplement payer les intérêts de la dette? Ces arbitrages deviennent de plus en plus difficiles. À cela s'ajoute un autre acteur souvent méconnu du grand public, les marchés financiers. Contrairement à une idée reçue, les États ne créent pas librement tout l'argent dont ils ont besoin. Pour financer leur déficit, ils doivent convaincre des investisseurs d'acheter leurs obligations. Ces investisseurs peuvent être des banques, des compagnies d'assurance, des fonds de pension ou encore des banques centrales. Tous se posent la même question. La France sera-t-elle capable de rembourser? Plus cette confiance est forte, plus l'État emprunte à des conditions favorables. Mais si cette confiance s'érode, les investisseurs exigent une rémunération plus élevée pour compenser le risque. Autrement dit, ils demandent des taux d'intérêt plus importants. C'est un cercle qui peut rapidement devenir dangereux. Plus les taux augmentent, plus les intérêts coûtent cher, plus le crédit risque de se creuser et plus les marchés deviennent exigeants. La France n'en est pas là. Mais plusieurs signaux montrent que cette question est désormais prise très au sérieux. Les agences de notation qui évaluent la capacité des États à rembourser leurs dettes surveillent attentivement l'évolution des finances publiques françaises. Leurs décisions ne sont pas de simples formalités. Une dégradation de la note peut rendre les emprunts plus coûteux et renforcer la pression sur les finances publiques. À ces contraintes s'ajoutent les règles budgétaires européennes. En appartenant à la zone euro, la France est engagée à respecter certaines limites concernant son déficit et sa dette. Ces règles font régulièrement débat. Certains estiment qu'elles empêchent les États d'investir suffisamment. D'autres considèrent qu'elles sont indispensables pour préserver la stabilité de la monnaie unique. Quel que soit le point de vue adopté, une réalité demeure. La marge de manœuvre budgétaire de la France se réduit. Chaque nouveau milliard dépensé devra être financé par davantage d'impôts, par des économies ou par de nouveaux emprunts. Et plus les emprunts deviennent coûteux, plus ces choix deviennent difficiles. Voilà pourquoi le débat sur le train de vie de l'État dépasse largement la question des économies de fonctionnement. Il concerne désormais la capacité même de la France à préparer son avenir. Car lorsqu'une nation consacre une part croissante de ses ressources à financer son passé, elle dispose de moins en moins de moyens pour construire son futur. Peut-on encore redresser les finances publiques? À ce stade, une question s'impose. Si la situation est aussi préoccupante, pourquoi ne réduit-on pas simplement les dépenses de l'État? Sur le papier, la réponse paraît évidente. Dans la réalité, elle est infiniment plus compliquée. Chaque euro dépensé par l'État correspond à une mission, un service public, un investissement ou une politique publique. Derrière une ligne budgétaire se trouvent des enseignants, des policiers, des militaires, des magistrats, des soignants, des chercheurs, mais aussi des entreprises, des associations, des collectivités locales et parfois des millions de citoyens. Réduire une dépense ne consiste donc jamais uniquement à supprimer un chiffre dans un tableau Excel. C'est un choix politique et parfois un choix de société. Faut-il réduire les effectifs de la fonction publique? Certains économistes estiment que l'administration française pourrait être simplifiée, notamment en supprimant certains doublons entre l'État, les collectivités territoriales et diverses agences publiques. D'autres rappellent qu'une réduction trop brutale pourrait dégrader les services déjà sous tension, comme la justice, la sécurité ou l'hôpital. La même question se pose pour les dépenses sociales. La France a fait le choix d'un modèle protecteur. Retraite, assurance maladie, aide sociale, indemnisation du chômage. Ces dispositions représentent une part considérable de la dépense publique. Les réformer peut améliorer l'équilibre budgétaire, mais cela soulève aussi des débats sur la solidarité, la justice sociale et le niveau de protection que la nation souhaite garantir. Un autre levier consiste à améliorer l'efficacité de la dépense publique. Dépenser moins n'est pas toujours la seule solution. Dépenser mieux peut parfois produire des résultats plus durables. Cela passe par la simplification administrative, la numérisation des procédures, une meilleure évaluation des politiques publiques, la lutte contre la fraude, la mutualisation des achats, la suppression de certaines structures devenues redondantes. Ces réformes sont souvent moins spectaculaires que des grandes annonces politiques, mais elles peuvent produire au fil du temps des économies substantielles. Enfin, il existe
une troisième voie, souvent oubliée dans le débat public, la croissance économique. Car lorsqu'une économie produit davantage de richesses, les recettes fiscales augmentent naturellement sans qu'il soit nécessaire d'augmenter les taux d'imposition. Une croissance plus forte facilite donc le financement des services publics et réduit progressivement le poids de la dette rapportée à la richesse nationale. Mais là encore, rien n'est automatique, la croissance se construit. Elle dépend de l'investissement, de l'innovation, de la formation, de la compétitivité des entreprises, de la stabilité des règles économiques et de la confiance des acteurs. En réalité, aucune solution miracle n'existe. Ni les coupes budgétaires massives, ni l'augmentation permanente des impôts, ni le recours systématique à l'endettement. Chaque option comporte des avantages, mais aussi des coûts économiques, sociaux et politiques. Le véritable défi consiste donc à retrouver un équilibre. Un équilibre entre une administration capable d'assurer ses missions essentielles et des finances publiques suffisamment solides pour ne pas transmettre une charge excessive aux générations futures. Car c'est peut-être là que se trouve la définition d'une bonne gestion publique. Non pas dépenser le moins possible, mais dépenser chaque euro de façon à créer le plus de valeur pour la société. Le débat sur le train de vie de l'État ne devrait donc jamais se résumer à une opposition entre ceux qui veulent toujours dépenser davantage et ceux qui souhaitent tout réduire. La vraie question est ailleurs. Quelles sont les missions que nous jugeons essentielles? Quelles dépenses produisent des résultats mesurables? Lesquelles pourraient être organisées? Et surtout, sommes-nous capables de préparer l'avenir sans faire peser sur les générations suivantes le coût de nos choix présents? Car derrière les chiffres, les tableaux budgétaires et les débats parlementaires, il y a une question qui nous concerne tous. Quel État voulons-nous demain? Un État plus présent, un État plus léger ou simplement un État plus efficace? La réponse appartient aux responsables politiques, mais aussi à chacun d'entre nous. Parce qu'au fond, le budget de l'État n'est rien d'autre que le reflet de nos priorités collectives. Et comprendre où va l'argent public, c'est déjà commencer à participer au débat démocratique. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette analyse vous a permis de mieux comprendre les mécanismes des finances publiques françaises, n'hésitez pas à la partager. Et surtout, dites-moi en commentaire. Selon vous, faut-il d'abord réduire les dépenses, réformer l'administration, stimuler la croissance ou agir sur plusieurs fronts à la fois? Je lirai vos analyses avec beaucoup d'intérêt. À très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur des grands enjeux économiques et politiques. Ciao.